Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. On va parler Bitcoin aujourd'hui, on va parler SRM, c'est Camille par rapport à sa question, donc on va y répondre tout de suite. Je pense que ça peut éventuellement en intéresser certains de la communauté des rois. On commence maintenant. On se retrouve sur le Discord des rois du marché, vous trouverez également le lien dans la description à l'intérieur, une documentation qui s'appelle La stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Pourquoi? Il y aura le gagnant de la clé Ledger Nano S+, plus $20 en Bitcoin qui vous sera directement livré avec votre clé. Nous avons un gagnant, on en parlera juste après. On revient par rapport à la question de Mikaïou, pardon. Que conseilles-tu à quelqu'un qui, comme moi, a du SRM, donc du Serum, vous savez, cette crypto-monnaie directement liée à l'échange décentralisé, cofondée par FTX sur la blockchain Solana, achetée à $4,6. Avec la chute de FTX et d'Alameda, il y a eu un fork du projet nommé OpenBook, car FTX détenait les clés de mise à jour. Au niveau de la communauté, ça se dispute beaucoup pour savoir si l'ancien jeton doit servir pour réduction sur OpenBook ou s'il faut le laisser mourir, etc., etc. Je réponds à cette question, je lui ai répondu tout à l'heure, juste par rapport à ça. En réalité, il y a des choses qui sont en train de se passer, notamment sur SRM, je vais essayer de le grandir pour qu'on le voie beaucoup mieux. Voilà, juste ici, on a une explosion au niveau des volumes. Alors, ceci n'est pas à prendre à la légère. Donc, quand vous voyez ce type de choses par rapport à des cryptoactifs que vous avez qui sont peu capitalisés, parce qu'on parle aujourd'hui d'une market cap d'à peu près 2 milliards de dollars, me semble-t-il, c'était bien plus au début de sa création. Aujourd'hui, on est en train de traiter sur une market cap diluée d'environ 60 millions de dollars ou 50 millions de dollars, et vous avez une explosion des volumes plutôt acheteurs pour le coup, puisque beaucoup plus de bleu que de rouge, et vous avez une explosion au niveau de l'OBV. En réalité, c'est caractéristique d'un changement de main. Il faut savoir qu'il y a des très grosses baleines qui ont acheté très massivement, sur un très laps de temps, beaucoup de ces tokens. Est-ce qu'ils savent quelque chose que nous ne savons pas? Donc ma réponse, elle est extrêmement simple. Je n'investirai pas personnellement, en vue des événements dans ce type de token, ce qui est pour vous et ce qui vous semblerait plutôt naturel. Néanmoins, si j'y suis, et si hard fork il y a, à ce moment-là, vous aurez une collatéralisation ou un collatéral équivalent par rapport à vos tokens que vous avez actuellement, Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin par rapport à comment je pourrais dire, Dash par exemple, qui est aussi un hard fork de Bitcoin. Vous avez aussi un hard fork de Litefork qui est oh mince, comment ça s'appelle, j'ai pas les mots. Zcash qui est aussi un hard fork de, etc., de Flux, etc., etc., etc. Et généralement, vous avez la contrepartie directement par rapport au token que vous aviez détenu précédemment. Donc, personnellement, je ne rentre pas, même s'il y a des choses qui sont très intéressantes et que j'observe, la technique parlera d'elle-même, le fondamental rattrapera tout autour la technique. Si ce truc doit encore vivre, à ce moment-là, il y aura des structures de retournement sur des timeframes donnés, daily, weekly, voire plus, et à ce moment-là, on pourrait potentiellement imaginer se positionner. Mais actuellement, je bouge pas. Mais si j'y suis, j'y resterai. Personnellement, voilà. Comme ça, vous avez exactement ma réponse par rapport aux données techniques qu'on a sous les yeux, notamment en daily. On a déjà perdu 90% de la valeur, ça repère derrière 90% de sa valeur, mais il y a quelque chose qui se passe on-chain vis-à-vis de ce token. Renseignez-vous de ce côté, bien évidemment. Mais je préconise bien évidemment pas de rentrer en réalité dans la peur, dans la panique et dans les couteaux qui tombent. Ce n'est pas ma stratégie, ce n'est pas mon style d'investissement. On parle Bitcoin, très rapidement, on continue cette petite hausse tranquillement, on peut aller chercher des objectifs, toujours pareil, hein, on les avait notés ensemble, j'avais d'ailleurs noté dans la vidéo et la petite vignette d'hier, objectif $10 18 500, et après, grand point d'interrogation, on est arrivé très proche de ce deuxième objectif aux alentours des $17 400, je pense qu'on va potentiellement y aller, hein, il n'y a pas trop de doute par rapport à ça, on est plutôt pessimiste, hein, côté order flow, on est plutôt en train de shorter ce Bitcoin, on n'est pas trop d'accord, pour le coup, par rapport à cette montée. Or, les planètes tentent à s'aligner, la dynamique interne, ne nous y trompons pas, est plutôt haussière, vous avez une augmentation au niveau de l'open interest, mais c'est pas la bérésina, hein, c'est tranquillou, il n'y a pas plus que ça, vous avez quand même une augmentation au niveau des CVD sur les contrats futurs, partez du principe que que le funding rate est plutôt négatif ici, alors pour moi ce serait plutôt des vendeurs à découvert qui essayent de continuer à rajouter à leur propre short. La réciprocité de ce type de phénomène, c'est des grosses bougies ou des bougie d'impulsion haussière pour aller chercher des objectifs où sa première arrêt, puis zone de rechargement de vente logique. Vous êtes arrivé très proche du premier arrêt, on commence à y aller vers les 17 700 $, 18 000 $, puis zone de rechargement de vente logique aux alentours des 19 500 $. Attention, les fameux 18 500 $ seront une résistance qui était précédemment support. Soyez vigilants par rapport à ça. On passe en weekly.
parce qu'il faut quand même rester du bon côté du mouvement, et c'est toujours la même chose. Vous avez en fait le momentum qui est plutôt acheteur, ici, qui est plutôt en faveur des acheteurs. Vous avez des magnifiques structures en W Weekly sur le MACD, et en réalité, la force du mouvement est actuellement dans les mains des acheteurs. Donc ne soyez pas contre ce mouvement, faites très attention par rapport à ça. Ça reste baissier, tendanciellement baissier, donc on cherchera plutôt des shorts. Attention au retour de bâton, parce qu'on peut aussi sortir au même titre que les acheteurs à découvert, ou en levier d'achat, on sortira bien évidemment les vendeurs à découvert, et il y a des poches de liquidité qui sont complètement logiques. Très important aussi, par rapport à ce qu'on avait dit ensemble vis-à-vis de cette petite clôture, potentiellement en weekly, donc ce sera dimanche soir, là on est le 1er décembre, donc on a eu la clôture mensuelle, qui est pas belle, on va pas se mentir, on est en dessous des mèches, etc. Ce qui aurait été intéressant par rapport à la clôture mensuelle, ça aurait été au minimum de venir clôturer au sein des 18 500 $, ça aurait été vraiment formidable. Si on clôturait en fait précédemment dans les mèches ici vers les 18 500 $, ça aurait été parfait, et l'optimal, ça aurait été de clôturer à 21 500 $. Il fallait beaucoup de force à ce Bitcoin pour clôturer à ces niveaux de prix, malheureusement ce n'est pas ce qui a été fait. Les clôtures mensuelles parlent d'elles-mêmes, c'est plutôt baissier ici, puisqu'on vient de clôturer en dessous des précédents lots, c'est pas une bonne chose, Mais en weekly, il y a des choses quand même qui sont intéressantes, et qu'on peut éventuellement attendre, et c'est là en fait la patience est reine, c'est que si on vient à travailler et à clôturer en weekly au-dessus des 17 200 $, on en avait déjà parlé la semaine dernière, cette semaine c'est exactement la même chose, on aurait une première bougie de ravalement haussière pour aller chercher quoi? Le haut du range qui se passe actuellement sur des timeframes plus petites aux alentours des 18 500 $. Voilà pour ça. Donc actuellement, on ne fait rien. L'objectif c'est d'aller chercher des bandes de range hautes pour aller chercher des bandes de range basses. On est parti chercher à plusieurs reprises une bande de range basse. La bande de range basse elle est ici sur les 15 500 $. On vient de la chercher une fois, on tente de rebondir. On vient de la chercher deux fois, on vient chercher les prix en low et on tente de rebondir pour aller chercher un haut de range qui se trouve actuellement, ce haut de range pour moi, aux 18 500 $. Ni plus ni moins, dans cette box-là. Voilà, c'est ici, vous avez des confluences, 0,50 et un petit peu au-dessus, une zone de rechargement de vente logique, évidemment. Invalidation de tous les scénarios bear, ce serait potentiellement une clôture et une acceptation weekly au-dessus des 21 500 $. On ne le répétera jamais assez. Côté S&P 500, puisqu'il y a eu le discours de la Fed hier, donc plutôt intéressant pour le coup d'en parler. Explosion haussière, deuxième plus grosse hausse de l'année 2022. Pour le coup, merci Jérôme Powell, plutôt dovish, Jérôme Powell de ce côté-là. On peut revenir sur une petite news qui est passée relativement serment. Voilà, le Nasdaq n'attendait pas ces mots-là. Jérôme Powell pour signer sa deuxième plus forte hausse, Nasdaq, pardon, je dis S&P, mais plutôt Nasdaq, sa deuxième hausse la plus forte de l'année. Donc, toujours des voix dissonantes, ceux qui sont plutôt baissiers, ceux qui sont plutôt haussiers, bien évidemment, en tout cas qui tentent de jouer avec force et détermination ce pivot, qu'on peut éventuellement essayer d'encadrer, mais ce qui est extrêmement difficile. Je ne reviendrai pas par rapport à ce que j'ai dit sur la vidéo d'hier, je vous invite à la regarder si vous voulez un petit peu ma vision vis-à-vis du deuxième, troisième, quatrième trimestre 2023. Le moment de modérer le rythme des hausses pourrait venir dès la réunion du mois de décembre. Intéressant. Donc en fait, il est en train tout simplement de dire qu'on ne remontera pas de 0,75 points, mais de 0,50 points. Est-ce qu'on peut voir éventuellement une différence par rapport à ce qu'on avait déjà vu ensemble sur le CME Group vis-à-vis de l'augmentation des taux? On était à 70,30 à peu près, on est passé à 81,18. Ok, pour ça, ni plus ni moins, je pense qu'on s'approchera des 100% dans les prochains jours, donc on attend la réunion de la Fed, donc ce sera dans 2 semaines pour avoir la décision, mais on a un consensus à 0,50 points. Voilà, donc on l'avait tous bien pricé, et je vous le dis, le marché tente de le pricer et est en train de le pricer plutôt proprement. Ok pour ça, donc attention, bien évidemment, ne pensons pas qu'on va buy the news to the moon, ce sera toujours un catalyseur, mais pour l'instant les planètes tentent à s'aligner. Il y a toujours des voix dissonantes, c'est toujours la même chose, il est probable que le rétablissement de la stabilité des prix sera de maintenir la politique à des niveaux restrictifs pendant un certain temps, donc moins fort, mais plus longtemps, parce que l'objectif de revenir à un taux d'inflation et une inflation à 2% ou sous les 2% est l'objectif que la Fed s'est fixé. Donc tant qu'on n'y sera pas, probablement que pivot il n'y aura pas. À quel moment il y aura pivot? Si on vient à craquer le marché. Donc il faudra des news catalysantes. Une news catalysante, ça peut être potentiellement une augmentation, une réaugmentation au niveau de l'inflation. Donc là, on était à 7,9 dernière au niveau du CPI. CPE Core aujourd'hui à 14h30. Actuellement, le consensus est à plus 0,3. Donc en deçà du mois dernier. Plutôt positif, encore une fois. Mais si on est au-dessus, attention au retour de bâton. On pourrait sell très fortement
le marché, il faudra être très attentif. C'est catalysant ce qui va se passer cet après-midi. Et également demain, vous aurez également le taux de chômage qui est actuellement à 3,7, consensus 3,7 aux États-Unis. Un économiste nous dit, faites attention, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les investisseurs essayent de regarder que ce qui les arrange, et c'est souvent en fait notre biais qu'on peut avoir. Si on est bull, on va chercher les news bull, si on est bear, on va chercher les news bear. Alors ce monsieur est plutôt bear ici, je sais plus où est-ce que je l'ai vu, où est-ce que je l'ai lu, je sais plus trop, mais grosso modo il dit, faites attention, puisque vous écoutez bien ce que Jérôme Powell dit. Il a dit que ça allait durer plus longtemps, qu'il y aurait toujours une hausse des taux, que la hausse des taux sera supérieure par rapport au consensus qui avait été donné au début d'année. Ça ne veut pas dire que ça va aller to the moon. Grosso modo, je vous le résume à peu près ce qu'il a dit, et je ne sais pas où est-ce que j'avais trouvé ce type de choses. Donc, encore une fois, nous sommes logiquement exposés, que ce soit sur les valeurs crypto ou sur les valeurs plus technologiques ou les valeurs plus traditionnelles. Prenez des profits lorsqu'ils se présentent, mais ça ne veut pas dire qu'il faut couper maintenant. Pourquoi ? Puisqu'on arrive sur des objectifs complètement logiques vis-à-vis de cette petite trendline qu'on avait notée ensemble. On va aller sur des contrats futurs. On vient exactement rebondir sur cette trendline. L'objectif, c'est de la briser. C'est mûr, hein. On peut sans problème en fait faire une extraction haussière. Donc on peut travailler peut-être, je sais pas moi, quelques jours. Alors sauf si on a une super nouvelle cet après-midi et demain, je ne sais pas, mais peut-être pendant quelques jours, hein, essayer de travailler là-dessus sur cette petite oblique, éventuellement l'accepter, et nous faire un dernier élan pour ce fameux rallye d'hiver, pour profiter de tout ce mois de décembre, et finir en beauté dans un objectif de cours, dans une zone de rechargement, de vente logique, et début janvier, probablement qu'on aura des retours de bâton, peut-être aller chercher des 0,50, etc. Pourquoi pas, au niveau des retracements et des respirations de marché. Ça se passe à la hausse comme à la baisse, mais jusqu'à preuve du contraire, plutôt positif par rapport à ça. Voilà pour ça. On continue très très rapidement avec quelques petites news très intéressantes vis-à-vis de ceci. Très intéressant. Il y a Bybit vis-à-vis de BitDAO qui a lancé son propre exchange décentralisé, son DEX, c'est passé sur Twitter, etc. Est-ce que c'est intéressant ou pas ? Est-ce qu'il faut y aller tête baissée ? Je ne sais pas. Regardons un petit peu ce qui s'y passe, mais en tout cas, ils étaient en train de travailler dessus depuis plusieurs mois, voire potentiellement plusieurs années. Ils sont en train de mettre en place un échangeur décentralisé. Entre guillemets, Bybit, c'est Apex Pro. Apex Pro est aussi un jeu vidéo sorti en 2019. Donc faites attention parce qu'il n'y a pas eu de... C'est toujours très rigolo, la psychologie détériorée. On va chercher en fait des choses qu'on connaît par rapport à des sons qu'on peut éventuellement, ou des noms qu'on peut éventuellement retrouver. Donc plutôt bien noté au niveau d'Apex Legends. Mais rappelez-vous, à sa sortie, ça n'a pas eu, entre guillemets, l'effet escompté. Il y a eu des grandes difficultés par rapport à un jeu extrêmement buggé. Donc il faut toujours du temps pour mettre en place les choses. C'est comme pour les cryptos et pour les technologies blockchain et ces ruptures technologiques. Soyez très vigilants par rapport à ça. Il faudra probablement du temps pour pouvoir une acceptation et une vraie confiance, retrouver cette confiance vis-à-vis des échangeurs décentralisés, puisqu'aujourd'hui on ne sait pas trop où est-ce qu'on met les pieds, et centralisé, il faudra bien évidemment plusieurs semaines, plusieurs mois, voire peut-être plusieurs années avant de réaccueillir une grande partie du retail et de la population qui nous achètera nos tokens beaucoup, et je dis bien beaucoup plus cher qu'ils ne sont actuellement, valorisés, mais on a le temps chez les rois. Voilà, je faisais juste un petit rappel, puisque ça pourrait éventuellement en faire penser plus d'un et sourire plus d'un vis-à-vis de ça. Donc très intéressant, aucun problème avec ça. Un truc aussi qui est passé, par rapport à Benzu qui lance sa L2, donc sa version 2 de BitDAO. Ok, on verra bien si c'est bien pris par le marché. Il y a eu plus 6, plus 7%, me semble-t-il, sur le bit. Est-ce que c'est intéressant ou pas ? Est-ce qu'on n'a encore retournement ? On n'a rien du tout actuellement. On a juste des soubresauts, ça suit le marché. Hein. Ni plus ni moins, donc inutile de s'exciter là-dessus. Pour l'instant, on n'a aucune confirmation. Ce sera exactement la même chose, en réalité, par rapport à notre ami Bit. Hein. Vous en avez beaucoup d'ailleurs, hein, des tokens qui sont dans ce cas de figure-là. Les premiers soubresauts de potentiel retournement haussier, c'est un avalement de bougie. Donc vous avez celle-là, si on clôture la semaine comme ceci, c'est plutôt bullish. Si on vient clôturer au-dessus des 0,32, c'est un premier signal de retournement haussier pour une fois, une belle respiration et potentiellement chercher à l'accélération haussière. C'est la même chose sur Bitcoin. On cherchera, si on vient à clôturer au-dessus des 17 200$, on cherchera l'accélération haussière. Mais pour l'instant, on ne cherche strictement rien, on se positionne, et il y a des liquidités qui se positionnent actuellement au nord comme au sud. Voilà pour ça. On continue avec des choses très intéressantes. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur tout ce que je voulais vous dire. Je regarde un petit peu très rapidement si j'avais noté d'autres choses. Et j'aimerais venir sur un interview qui est passé sur Public Sénat. Public Sénat, c'est une chaîne qui est aujourd'hui financée par nos impôts, en français en tout cas, vis-à-vis de la redevance qui est disparue, mais ça reste nos impôts. Je crois que c'est 17 millions ou 13 millions d'euros par an, quelque chose comme ça, je ne sais plus combien c'est. Et il y a eu un très bel interview
avec Claire Balva, avec Jean-Marc Daniel, avec Jérôme Matisse et avec Mathieu Crosando, qui est journaliste. Je vais le reprendre avec vous et je vous l'ai partagé dans Vidéo des Rois. Et je vous donne ma vision très brute, très sèche, hein, sans pour autant aller très très loin. J'ai pris plaisir à écouter cette émission diffusée hier soir sur Bleu Bisquena. Ça dure à peu près 1 heure, donc c'est un petit peu lent. Je vous ai fait un petit montage vidéo à charge, donc je pense que la vidéo sera strike. C'est très probable. C'est un peu long, on reprendra d'une façon à charge. Voilà, c'est ce que je vous mettais donc dans la vidéo d'aujourd'hui, toujours caractérisé phénomène Bitcoin. Ne nous trompons pas, ma vision elle est très simple. La France, c'est l'Europe. L'Allemagne, hein, ce fameux couple franco-allemand, mais la France, c'est l'Europe. L'adoption est très loin d'être entrée en tendance forte. Et on va essayer de regarder et de recouper en fait cette vidéo par rapport à des néophytes, des gens qui ne sont pas en fait de ce projet-là, et qui ne sont pas en fait sensibilisés par rapport aux technologies blockchain, par rapport aux cryptoactifs, par rapport à ce monde que en 6 mois en réalité on arrive bien à s'imprégner des enjeux qu'on peut avoir. On peut se créer des biais, on peut se créer des croyances, on peut se créer des certitudes, toujours dangereuses, mais dans l'idée entre ce qui s'est passé lorsque vous êtes arrivé au début, et tout début, parce qu'il y a un pote, il y a un membre de famille qui vous a parlé des projets cryptoactifs et du Bitcoin, Ethereum, pourquoi pas Dogecoin ou d'autres cryptos pour éventuellement aller chercher du gain très spéculatif et très rapidement, bien évidemment, souvent couronné d'une forte désillusion, puisqu'aujourd'hui on s'est fait vacciner plusieurs fois dans l'année par rapport à ces cracks et à ces signes noirs successifs et consécutifs vis-à-vis du marché crypto qui nous ont envoyé extrêmement bas, on peut toujours aller plus bas, mais extrêmement bas. Aux USA, il faut comprendre que le discours est à la fois beaucoup plus tranché, c'est très américain, les démocrates, les républicains, ils sont très binaires en réalité aux États-Unis. Si vous êtes aux États-Unis, éventuellement me le confirmer dans les commentaires ou éventuellement en débattre avec grand plaisir. Mais ils sont beaucoup plus avancés dans l'appréciation des technologies et de la révolution blockchain ou des technologies blockchain ou des projets blockchain. Ils sont beaucoup plus avancés, c'est ce qui fait aujourd'hui leur puissance, si vous voulez. Et c'est ce qu'on comprend vis-à-vis des discours de Bruno Le Maire ou d'Emmanuel Macron, également en Allemagne, ou également une fiscalité plus souple, notamment en Suisse, en Belgique et en Allemagne. Ça viendra très probablement en France, je l'espère, on touche du bois, par rapport à une harmonisation vis-à-vis de la fiscalité partout en Europe, vis-à-vis des, entre guillemets, actifs blockchain, si vous voulez, ou actifs X ou Y, plus traditionnel. Je pense qu'on devrait aller vers une fiscalité beaucoup plus homogénéée vis-à-vis de l'Europe, pour rendre l'Europe plus forte, bien évidemment. La Chine, quasiment inexistant, donc il faut, même s'il y a encore des mineurs, etc., et des gens qui continuent à utiliser ces technologies-là, actuellement c'est complètement inexistant, et en Afrique, il sera principalement, malheureusement, sous la tutelle des Occidentaux et de l'Amérique latine. Il est davantage social que financier, nous sommes qu'au début. Désolé pour l'Afrique, mais c'est malheureusement la réalité. Aujourd'hui, l'Afrique est encore une fois très impactée par les décisions occidentales, françaises, bien évidemment européennes, dans sa grande globalité, russe également, chinoise de plus en plus, etc., etc. Malheureusement, c'est dommage, mais c'est comme ça. Parce qu'il y a peut-être quand même, pour tout le continent africain, peut-être quelque chose qui, je pense, ont compris bien avant les autres, et qui essayent malheureusement de pousser, mais sans grand succès, parce que encore très clivé par rapport aux décisions et à la puissance, entre guillemets, occidentale vis-à-vis de ces peuples africains. On ne reparlera pas des problèmes de dette, etc., du franc CFA et tout ce que vous voulez, vous avez beaucoup d'informations à ce sujet. On écoute cette petite vidéo, je l'ai mis à charge, j'ai fait mon boulot de journaliste, si vous voulez, et j'ai cuté dans le gras pour aller vous chercher les trucs les plus saillants de quelle est la psychologie aujourd'hui des médias plus traditionnels vis-à-vis d'un auditoire plutôt aguerri, plutôt averti, puisqu'on est sur Public Sénat. Bon, c'est pas les jeunes de 14 ans qui vont regarder ce genre de trucs, c'est plutôt ceux qui ont aujourd'hui de l'argent, plutôt des CS++, si vous voulez, vis-à-vis des catégories socio-professionnelles avancées, aisées, modestes plus, qui écoutent ça, peut-être avec une oreille, alors pas beaucoup de public bien évidemment, mais encore une fois, c'est clairement ce qui reflète la réalité de où nous sommes aujourd'hui, notamment en France, et je peux faire une espèce de cas de généralité par rapport à toute l'Europe, pour le coup, vis-à-vis de cette petite vidéo. On va les reprendre ensemble. Vous avez ici journaliste, vous avez juste la Claire Balva, elle est experte en technologie blockchain et elle est indépendante. Vous avez Jean-Marc Daniel, vous le connaissez, il passe beaucoup sur BFM TV, BFM Business, c'est un économiste, il est professeur émérite à l'ICP Business School, donc c'est un professeur qui va directement dans les écoles et qui potentiellement répond à des questions, notamment sur les technologies blockchain. Vous avez Jérôme Matisse, juste ici, qui est également professeur Paris-Dauphine, notamment économiste en finance et en économie. C'est très important de les avoir parce que, encore une fois, ces gens-là touchent un peuple jeune, une population jeune qui aujourd'hui ont
pour une partie d'entre eux des cryptoactifs. Et leur discours est plutôt saillant. Et vous avez Mathieu Croissando, journaliste, BFM TV, plutôt politique, qui est là. Je vous ferai écouter juste un tout petit passage de son intervention, toujours très intéressant. Il a parlé 2 fois en 1 heure. Je trouvais ça intéressant. On l'écoute maintenant et on en débattra ensemble si vous le souhaitez. Évidemment, c'est parti. Alors, on a fait pas mal de pédagogie. Merci Mathieu de poser aussi avec moi les questions de Béotien. On est à peu près au même niveau, je pense, l'un et l'autre en matière d'usage de crypto-monnaie. Jean-Marc Daniel, donc moi ce que je retiens, c'est que par définition, une crypto-monnaie ne dépend d'aucune institution financière. Donc légalement, tous ces systèmes-là ne sont pas des monnaies. Et ceux qui disent on peut Mais est-ce que pour autant c'est illégal ? Totalement. Et les banques centrales disent en fait les gens qui utilisent la crypto-monnaie, c'est plutôt la criminalité organisée. Est-ce que ces crypto-monnaies sont finalement utilisées aussi, ou prioritairement, je ne sais pas quelle est la réponse à la question, pour des achats évidemment illégaux, d'armes, de drogue, etc., etc., tout ce qu'on peut trouver sur le darknet. D'accord. Et les transactions se font bien sûr en crypto-monnaie pour pas que l'on puisse retracer des transactions. Maintenant, oui, mais c'est quand même la monnaie des trafiquants aussi. Allez, moi, je continue de parler de trafic. Je dis c'est la monnaie des trafics. C'est sûrement un peu caricatural, mais c'est une partie de la réalité. Mais alors, je vais reposer une question de quelqu'un qui ne comprend pas. J'ai placé, je dis n'importe quoi, 1 000 € en crypto-monnaie. Oui. Et puis, au bout de 6 mois, ils valent 2 000. Oui. Je veux récupérer cet argent, en refaire des euros, c'est possible. Bien sûr, vous allez toujours sur cette fameuse plateforme d'échange, et puis vous avez des boutons sur lesquels donc les trafiquants peuvent le faire aussi. Alors, on va faire un petit focus sur un exemple étranger. Je vais vous redonner la parole parce que vous avez beaucoup travaillé là-dessus. On l'a un peu évoqué, mais ça peut être... Et donc, on va aller en Afghanistan là tout de suite. Je fais signe à la régie. Recours quand l'économie d'un pays s'effondre. Écoutez cet employé dans un bureau de change en Afghanistan, justement. On l'écoute. Depuis l'arrivée au pouvoir des talibans, les transferts de crypto-monnaies vers et depuis l'étranger ont augmenté de 80%. Les gens l'utilisent pour résoudre leurs problèmes de transfert de devises. C'est plus pratique. Mais Claire Balva, on parle d'inflation ou d'hyperinflation, mais quand on investit en Bitcoin ou dans les autres crypto-monnaies, ça reste aussi un souci. C'est-à-dire que la volatilité de ces monnaies, elle est plus importante que les autres. Moi, je me souviens, je ne sais plus quelle était la monnaie. Elon Musk qui parle d'une crypto-monnaie, c'était Doge, c'est ça ? Dogecoin, oui. Dogecoin. Alors d'un seul coup, ça prend, je sais pas, 100, 200%, et puis ensuite, ça dévisse 3 mois plus tard parce qu'Elon Musk, finalement, ne va pas l'utiliser. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Une dernière question, il nous reste un peu moins de 3 minutes. Un dernier témoignage, celui du patron de, je ne sais pas comment on prononce, Binance, principale plateforme d'échange de crypto-actifs au monde. Il était présent à Paris, entretien en marge du salon Vivatech. Voilà ce qu'il nous dit sur l'avenir. Si vous regardez l'industrie dans 10 ans, dans 20 ans, la technologie sera utilisée par beaucoup plus de gens. Jérôme Mathis, les crypto-monnaies feront partie de notre quotidien, on les utilisera sans y penser. Oui, tout à fait. Alors je pense que le Bitcoin aura disparu, pour plein de raisons, mais qu'il aura été remplacé par des crypto-monnaies. Personne ne peut sortir sa boule de cristal pour savoir laquelle prendra tout le marché. A priori, toutes ces technologies. En revanche, pour moi, Bitcoin serait probablement la dernière crypto-monnaie à disparaître parce que Bitcoin est la plus résiliente d'entre elles. Bon. La plupart des jeunes crypto-monnaies, aujourd'hui, elles sont très dépendantes de certains acteurs et Bitcoin est la plus décentralisée, donc c'est bien la dernière que je verrai disparaître. On refera ce débat dans 20 ans, on pourra savoir lequel de vous deux avait raison et on ne posera plus les questions pédago. Belle soirée à vous, votre prochain rendez-vous sur notre antenne, rendez-vous politique. Belle soirée à vous. En somme, en fait, ce qu'on comprend ici, vous comprenez que c'est très dirigé. Public Sénat, c'est une chaîne de télévision qui est financée par le Sénat, pour le coup. Donc c'est plutôt dirigé. En somme, on reparle encore et inlassablement les mêmes choses par rapport à les crypto-monnaies, c'est pour la drogue, c'est pour les armes, c'est pour tout ce que vous voulez, c'est pour le grand banditisme. Ça, on n'y échappera pas. Et encore aujourd'hui, c'est extrêmement présent. Voilà. La deuxième chose, c'est quand on dit on va aller voir un petit tour par rapport à l'usage des crypto-monnaies, bizarrement, on va en Afghanistan. Aujourd'hui, l'Afghanistan, dans la tête des gens, c'est les terrorismes. C'est les talibans, c'est le terrorisme. Donc, en réalité, c'est encore une fois extrêmement dirigé. Crypto-monnaie égale taliban égale terrorisme. Super important. Alors, je vous le dis, si vous avez le temps de regarder cette émission, et je vous recommande chaudement d'aller la voir, Claire Balmain s'en sort extrêmement bien. Elle se fait shooter, en fait, pendant une plombe. Et elle s'en sort très bien. C'est un exercice qu'elle maîtrise parfaitement. Et elle répond à toutes ces questions-là. De façon limpide, de façon précise, etc. Vous avez Jérôme Mathis qui dit « Bitcoin n'existera plus
dans 10 ans. Pour plein de raisons. Alors, je vous le dis, je vais lui envoyer un mail et je vais le contacter pour connaître ces raisons. J'essaie de les chercher sur Internet, je ne les ai pas trouvées. Si vous avez trouvé des raisons vis-à-vis de Jérôme Matisse, qui dit que Bitcoin n'existera plus, alors Claire Madelman n'est pas d'accord avec ces dires, mais j'aimerais vraiment les connaître, sinon je vais directement le contacter en direct pour éventuellement avoir des précisions par rapport à ça, parce que ça m'intéresse. Encore une fois, c'est un professeur d'économie et de finance, il est à Paris-Dauphine. C'est le gratin de la finance et des prochains experts comptables de la France, si vous voulez. Et pourquoi pas européen. Donc il a un relais. Donc quand vous dites à des classes de 500 personnes en début d'année que Bitcoin n'existera plus dans 10 ans, ça donne pas envie, entre guillemets, de s'y intéresser. Si vous comprenez bien. Donc très à charge, pour le coup, et vous avez d'ailleurs une petite image, je vous l'ai repris cette image, vous avez ici ces montages audiovisuels sur la communication non verbale est pur. C'est pas fait au hasard quand vous voyez des choses, notamment dans des émissions politiques qui clivent deux camps, la France Insoumise par rapport à je sais plus comment elle s'appelle, le Rassemblement National ou la République En Marche, etc., etc. C'est très caractérisé. Vous avez en fait les yeux qui sont dirigés vers l'avant, donc vers l'avenir, c'est toujours vers la droite, et ici vers la gauche, en réalité, on regarde vers l'arrière. La seule intervention, et ça, je trouve ça très intéressant, de Mathieu Crossando, qui est journaliste plutôt politique, aujourd'hui, donc très proche du pouvoir, très proche de la vie politique en général, bras croisés également par rapport à notre journaliste, ça veut dire qu'il est complètement contre en fait tout ce qu'on va lui dire, il est en refus total. Je vous laisserai découvrir la communication numérique, mais c'est très représentatif, c'est coupure, ça dure pas longtemps, mais ça permet en fait d'ancrer des images fortes dans la tête des auditeurs et des téléspectateurs, pardon. La seule intervention de Mathieu, c'est celle-là. Je trouve ça très intéressant. Pour le coup, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce qu'en réalité, il y a un flou là-dessus, et il y a beaucoup d'entreprises, y compris des grandes entreprises, qui acceptent les paiements en crypto-monnaie, et il y a des entreprises qui se spécialisent dans l'utilisation des crypto-monnaies comme moyen de paiement. Donc après, je suis pas juriste, donc je vais pas m'avancer. Mais effectivement, tous ces gens en France, on est plutôt sur une valeur de placement. Pour le monopole, pour avoir des transactions plus sécurisées. En fait, on recrée un truc purement spéculatif avec les mêmes défauts que le système financier classique. Voilà, on recrée exactement le même système financier avec les mêmes défauts, et il attaque directement les anarchistes, si vous voulez, cyberpunk, des technologies blockchain et Bitcoin pour les Bitcoin maximalistes. Il envoie un gros pic, vous voyez que tout le monde rigole à côté, on est encore là-dedans. Et c'est pour ça en fait qu'il faut vraiment s'ancrer et comprendre aujourd'hui notre situation, qui est à la fois complexe, parsemée de doutes, mais c'est normal. En réalité, tous les médias aujourd'hui sèment le doute, et ça donne pas envie d'y aller. Si vous écoutez ça et que vous avez hésité à pourquoi pas créer votre petit wallet à droite à gauche ou acheter vos bitcoins avec Ledger, etc. sur Coinbase ou sur Coinyahoo, j'en sais rien. En réalité, vous n'y allez pas. Et ça, c'est des relais très importants d'informations qui se démultiplient partout sur la planète, et surtout, et notamment en France. Et Public Sénat n'est pas quelque chose au hasard. Public Sénat, c'est encore une fois très axé politique. Et ce que le gouvernement veut faire passer. Et rien n'est fait au hasard en réalité. Tous les médias qu'on en regarde, toutes les émissions politiques qu'on regarde sont toujours dirigées. Toujours par l'intérêt de quelqu'un ou d'un groupe d'individus par rapport à des intérêts, bien évidemment, fixés. J'ai fait tout le tour de tout ce que je voulais dire. Je voulais pas aller beaucoup plus loin dans cette vidéo. On délimite le gagnant par rapport à la clé Ledger vis-à-vis de la clôture de mensuel. On revient directement sur Bybit juste ici, 17 146 $. C'était la clôture mensuelle, donc perpétuelle. Bybit juste ici, en mensuel. Vous avez là 17 146 $. On l'écoute tout de suite. Je sais plus où est-ce que c'était. C'était ici. Bravo à toi, Jean-Philippe Rossi, qui remporte la clé Ledger Nano S+. Donc félicitations pour ton estimation, 17 141 pour la clôture. Merci pour ton commentaire. Ce qui est très intéressant également, c'est qu'on avait Schmitt juste ici qui nous avait dit il y a 5 mois en arrière, merci pour ton partage, tes connaissances, je suis pas très optimiste pour le Bitcoin qui n'a pas fini de chuter. C'était il y a 5 mois en arrière. Il proposait 17 160 $. Malheureusement, ça ne faisait pas partie du jeu, mais je trouvais ça très pertinent.
que tu nous le mettes ça. C'était juste après en fait le crack, me semble-t-il, de Celsius, où on était descendu sur une point basse, et il l'avait en fait encadré dans ce sens-là. Donc on était là il y a à peu près 5 mois, c'était au mois de juin, juillet à peu près. On était remonté relativement fort d'ailleurs, on était revenu sur les 25 000 $, mais tu nous avais dit, je pense que Bitcoin devra aller plus bas, je ne suis pas très optimiste, et tu as eu raison. Dès lors, n'ayez jamais raison trop tôt. C'est pas ici qu'on short Bitcoin. C'est plutôt en fait quand on essaie de trouver des bandes de range dans un suivi de tendance baissier avec des zones de rechargement de vente logiques ici pour pouvoir prendre des positions. Et tu avais raison. N'ayez jamais raison trop tôt, bien évidemment. Si vous êtes full baissier, faites très attention à vous, bien évidemment. Et si vous êtes full haussier, également, n'ayez jamais raison trop tôt, tout simplement. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Un peu de montage vidéo, donc honnêtement je l'ai mis à charge, donc j'ai coupé des bouts qui nous intéressaient pour continuer à matraquer, finalement dans le mauvais sens, ou en tout cas pas dans le sens qu'on voudrait éventuellement se diriger dans les prochains mois et prochaines années. Je vous invite à regarder l'intégralité de la vidéo si vous avez le temps. On se retrouve demain pour le live des rois du Bitcoin 12h30. Ciao.